Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le gouvernement et l'Église poursuivent une étroite collaboration visant à répondre aux besoins du peuple et à redresser la nation. C'est ce qui a été constaté lors de la venue des chefs d'église membres du FFKM ce matin à Yavlou. Les 4 chefs religieux ont adressé leurs vœux au président de la République, Haj Radouel, tout en l'encourageant et en le bénissant dans ses responsabilités de père de la nation. Cette rencontre à Yavlou a mis en avant la fraternité et les efforts communs entre l'État et l'Église en faveur du peuple et de la nation. Les 4 chefs religieux, membres du FFKM, dirigés par Monseigneur Jean de Dieu Rawelsan, nouveau président du FFKM depuis dimanche dernier, ont présenté leurs vœux au président de la République. C'est une tradition annuelle d'échanger des vœux au début de la nouvelle année. La rencontre d'aujourd'hui reflète pleinement le respect mutuel entre les leaders spirituels et le chef de l'État. Partageant un même objectif pour le bien de la nation et du peuple, les 2 parties se sont réunies pour prier ensemble et demander la bénédiction pour le pays. Le pasteur Irakou Andjiamaassou a spécialement prié pour le président Haj Radouel dans l'accomplissement de ses missions envers les Malgaches. Le président de la République a souligné l'importance de cette collaboration, remerciant les églises pour leurs prières constantes en faveur de Madagascar qui soutiennent les efforts quotidiens visant à améliorer les conditions de vie de la population et à promouvoir le développement de la nation. En effet, le FFKM joue un rôle important dans la préservation de la stabilité du pays. Une vision partagée par le président Haj Radouel, pour qui la stabilité est un préalable et une garantie du développement. Et le président Haj Radouel a réaffirmé aujourd'hui, lors d'une rencontre avec les préfets de tout le pays, à Yavlou, que la stabilité est une condition essentielle pour garantir le développement. Il a souligné que des projets tels que l'augmentation de la production de riz, la production d'énergie solaire et les grands travaux comme la construction de routes nécessitent une paix et une sécurité durable au niveau local. Le président a ainsi encouragé les préfets dans l'accomplissement de leur mission et a rappelé l'importance de la collaboration pour atteindre ces objectifs communs. Je dis qu'elle toujours. Une administration proche de la population, un objectif poursuivi depuis le premier mandat, est désormais une réalité. Cela se traduit par la construction de nombreuses infrastructures publiques, notamment des bureaux administratifs, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des postes de gendarmerie, des casernes militaires, des commissariats de police, des palais de justice, des maisons de jeunes et bien d'autres encore. Ces réalisations ont permis d'être au plus près des citoyens et de répondre à leurs besoins. Lors de son discours devant les préfets venus de toutes les régions pour lui présenter des vœux, le président Haj Radouel a réaffirmé que ce second mandat sera marqué par une attention accrue sur les questions sociales et par une poursuite des efforts pour se rapprocher davantage de la population. Le président s'est adressé directement au préfet, insistant sur l'importance de maintenir la paix et la stabilité à travers tout le territoire. Il a déclaré que le chemin vers le développement passe par l'autosuffisance en mettant en priorité l'autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, il a annoncé l'expansion des surfaces cultivables grâce à l'établissement d'un cadastre parcellaire permettant d'identifier les terres disponibles pour l'agriculture et d'accompagner les agriculteurs. Le président a également évoqué l'objectif d'autosuffisance énergétique dans les districts avec l'installation de centrales solaires. Tous ces projets nécessitent une stabilité durable, a-t-il souligné. Le projet de la route du soleil qui reliera le sud au nord de Madagascar en traversant la côte est est l'un des grands chantiers incontournables. Ce projet ambitieux, jamais entrepris auparavant, sera un moteur de développement économique rapide pour les régions, districts et villes qu'il traversera.
Le président Anjradouel a encouragé les préfets à accomplir leur mission avec honnêteté et intégrité, tout en insistant sur l'importance de la collaboration pour la réussite de ces projets structurants. Ces préfets ont également été reçus par le Premier ministre Tsai Christian hier au palais de Mazouarive. L'amélioration de l'instauration de la sécurité à Madagascar, la coordination des actions administratives pour faciliter la mise en œuvre de la politique générale de l'État et l'établissement de la stabilité régionale ont été les principaux points abordés lors de cette rencontre. Les détails. Le Premier ministre Tsai Christian a insisté sur le renforcement de la sécurité dans tout Madagascar. Il a réitéré lors de sa rencontre avec les préfets des régions, organisée hier à Mazouarive. Selon lui, la sécurité et l'ordre public doivent toujours être maintenus et aucun trouble ne sera toléré. En plus de la sécurité, le Premier ministre a déclaré qu'une bonne coordination des actions administratives dans les régions est essentielle pour garantir un environnement propice au développement. Cela permettra de faciliter la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Enfin, la réunion a également porté sur l'établissement de la stabilité régionale. Cela a été l'occasion pour les préfets de présenter leur rapport sur les actions réalisées. Le Premier ministre a émis la consigne d'assurer la continuité et l'efficacité des actions administratives dans toutes les régions du pays. Toujours à Mazouarive ce matin, l'ambassadrice de la République de Corée du Sud, Park Ji-yoon, s'est rendue au palais. Elle a eu une séance de travail avec le Premier ministre, chef du gouvernement Tsai Christian. Cette rencontre a été marquée par une volonté commune des deux parties de poursuivre, d'améliorer et d'élever le niveau des relations économiques, notamment dans les domaines de la riziculture, de la création de grandes industries pour la transformation des ressources minières et des échanges commerciaux. En début d'après-midi, le nouvel ambassadeur de l'Afrique du Sud, accrédité à Madagascar, Shaban Casamoula Lawrence, a également effectué une visite de courtoisie au Premier ministre au palais de Mazouarive. L'ambassadeur a affirmé son engagement à renforcer les relations et la coopération entre Madagascar et l'Afrique du Sud, s'appuyant sur les efforts conjoints menés jusqu'à présent. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les secteurs économiques propices à l'élargissement de cette coopération dans l'intérêt mutuel des deux nations et de leurs populations respectives. Toujours en politique, ces derniers temps, le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, est victime de diverses attaques et diffamations sur les réseaux sociaux. Certaines de ces persécutions morales proviennent de l'opposition qui envisage une transition et se sent entravée dans ses tentatives de déstabilisation, tandis que d'autres relèvent de purs calculs politiques malveillants visant à écarter ce président de la Chambre haute à la veille des élections sénatoriales prévues en mois de décembre. Un éditorial de Mervulat Sferen. Les attaques et les diffamations contre le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, se sont intensifiées et se succèdent ces derniers temps. Elles ont commencé vers la fin 2024 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. En 2024, le général Ravalomanana Richard avait fêté le 40e anniversaire de son entrée dans la grande famille des officiers de la gendarmerie nationale. Revenant brièvement sur son parcours militaire, il est issu de la 13e promotion de l'Académie militaire d'Antirabé et a poursuivi des études militaires dans des écoles prestigieuses à l'étranger, notamment en France, au sein de l'École supérieure de la gendarmerie nationale française à Mélun, à l'École d'enseignement supérieur de la gendarmerie nationale française à Maison-Alfort, au Collège interarmé de défense à Paris, à l'Institut des hautes études de la défense nationale, ainsi que dans une école supérieure à Washington, aux États-Unis. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité et de commandement au sein de la gendarmerie nationale et a été blessé à 3 reprises en mission. Cela démontre que le général Ravalomanana Richard n'est pas un homme ordinaire, mais qu'il occupe une place importante au sein de la gendarmerie malagasy. Comme le dit l'adage, le succès attire la jalousie.
C'est ce qui explique toutes ces calomnies à son encontre. Le président actuel du Sénat est reconnu pour son intégrité et sa loyauté envers le président Ange Rasuel. Il a toujours été à ses côtés en toutes circonstances et respecte les principes militaires, notamment celui de servir la patrie. Il convient de noter qu'il n'y a pas de texte l'empêchant de faire de la politique, comme le prétendent certains, puisqu'il est à la fois général à la retraite et président de la deuxième institution du pays. Sa franchise et sa manière de faire, sans tergiversation, dérangent ceux qui sont habitués aux pratiques pas très catholiques, qu'il s'agisse de l'opposition ou de ceux impliqués dans les trafics illicites de ressources naturelles et autres formes d'abus et de trafic d'influence. La présence de ce président d'institution gêne certainement les opposants qui envisagent une transition. Selon nos sources, certains ont déjà tenté de l'approcher à ce sujet. Faut-il leur rappeler qu'il a déjà exercé la fonction de chef de l'État pendant 1 mois et demi? Et s'il était assoiffé de pouvoir, il aurait pu profiter de l'occasion pour s'y accrocher. Néanmoins, il a remis le pouvoir au président Ange Rasuel le 14 décembre 2023, et cela dans le respect des valeurs républicaines. Récemment, il s'est exprimé pour contrecarrer les opposants qui prévoyaient une manifestation le 11 janvier dernier, laquelle a échoué. Aujourd'hui, les opposants se limitent à propager des calomnies sur les réseaux sociaux, tentant de semer la déstabilisation psychologique, d'inciter la population à la révolte, de provoquer des conflits au sein de l'armée et de mobiliser les Malagasy résidant à l'étranger. Par ailleurs, il est également possible que cette persécution contre le président du Sénat soit aussi des manœuvres politiques internes. Rappelons qu'il a été nommé sénateur par le président de la République et qu'il a été élu par une majorité des sénateurs pour présider cette institution. Les élections sénatoriales prévues pour la fin de l'année 2025 motiveraient-elles certains politiciens qui usent tous les moyens possibles pour l'écarter? Ces pratiques politiques malsaines doivent changer. Dans les actualités sociales, les travaux de développement effectués par l'État au niveau du 2e arrondissement se penchera un peu plus sur le secteur de l'éducation pour cette année. Les cantines scolaires au niveau des écoles publiques vont reprendre, ainsi que la construction des infrastructures scolaires comme les lycées. D'autres infrastructures sportives seront également érigées dans le 2e arrondissement, comme le gymnase et des terrains, comme ceux qui ont été construits dans les autres districts. Selon la députée de Madagascar élue dans cette circonscription, Lantra Koutmang, elle a effectué aujourd'hui une action sociale à l'EPP Falariv Mbandi. Natera Koutmav, Nzara Ndjiansou. Le taux des enfants scolarisés au niveau de l'école primaire publique de Falariv Mbandi a été en hausse durant cette année scolaire suite à la baisse des frais de scolarité et d'inscription. Les parents ne contribuent qu'à la cotisation pour les enseignants FRAM si les frais scolaires sont entièrement gratuits. Nos effectifs ont augmenté cette année, nous étions que 228 auparavant contre 250 actuellement, affirme la responsable de l'école. Parmi les causes de cette augmentation, le retour des cantines scolaires au niveau des écoles publiques du 2e arrondissement, selon la députée Lantra Koutmang aujourd'hui. Raison pour laquelle elle contribue également à donner des compléments alimentaires aux enfants scolarisés dans les écoles publiques afin qu'ils soient motivés pour aller étudier, affirme-t-elle. Par ailleurs, les travaux de développement au niveau du 2e arrondissement effectués par l'État se concentreront un peu plus sur le volet éducation. Un grand lycée Manara Pencha sera construit cette année, déclare Lantra Koutmang. De plus, un gymnase, un terrain de foot et d'autres infrastructures sportives seront également érigés dans cette circonscription de la capitale. La population du 2e arrondissement pourra également bénéficier de la création d'emplois autour du projet train urbain, car il passera dans Sifukuntan de cet arrondissement, ajoute cet élu de l'Irmar. Lantra Koutmang a également souligné qu'un rapport d'activité sera tenu très prochainement pour les représentants des 24 Fukutans du 2e arrondissement. Par cette occasion, les doléances de la population pour les travaux de développement de sa circonscription seront prises en considération. Le gouverneur de la région Diana, Tassiano Rakoutmang, avec les responsables du district, s'est rendu hier à Mbilbé pour écouter les doléances de la population et proposer des solutions concrètes. Un terrain de 3 hectares a été attribué par la commune d'Ambilbé pour reloger les 200 foyers d'Andiabé Nafinj.
Lors d'une réunion spéciale entre les autorités et la population, les représentants de cette dernière ont affirmé qu'ils ne souhaitaient pas provoquer de troubles et qu'ils sont prêts à coopérer. Le gouvernement, par le biais du ministère des Travaux publics, a envoyé des techniciens pour améliorer le passage à gué sur le fleuve Mahavavi. Ce passage est essentiel pour la mobilité et le commerce dans la région. Les habitants du secteur d'India Benafinch, dans le Fuktani Laidam, ont témoigné de l'importance de cette initiative qui a résolu les problèmes de transport. Le gouverneur a souligné que l'objectif est de maintenir la sérénité au sein de la société. En cas de problème, il a assuré que le dialogue autour d'une table ronde reste la meilleure solution. Le président de la République Andras Willen et le premier ministre Tsai Christian ne négligent pas la région nord. Lorsque les ponts de Mahavavi et Ifas ont été coupés, des solutions d'urgence ont été rapidement mises en place pour résoudre les problèmes de mobilité. Météo à présent, de fortes pluies sont attendues dans les hautes terres centrales et dans le centre-ouest de Madagascar dans les prochaines 24 heures, selon le service de la météorologie. En conséquence, 7 régions du pays sont en alerte rouge. Les détails. La montée des eaux dans les rivières, ainsi que des risques d'éboulement de terrain et de routes, sont à craindre dans les prochaines 24 heures. En raison des vents et de moussons, les précipitations sont estimées entre 70 et 110 mm dans les hautes terres centrales et le centre-ouest de Madagascar. Ainsi, l'alerte rouge a été émise pour les régions de Betsbouk, Analamang, Bungulav, Itas, Vaknakarach, l'ouest de Sofia et le district d'Abat-Finajan. Une alerte jaune a été lancée pour les régions de Menabé et les districts de Murumbe, Beruru et Ankazouab. La population est vivement encouragée à respecter les consignes des autorités locales. Côté sport, le championnat national de foot de première division, connu sous le nom de PFL, reprendra le samedi 1er février. Cette décision a été prise lors de la réunion du CFEM, ou Comité des clubs d'élite de Madagascar. 12 équipes sont en lice pour décrocher le titre de champion, avec pour objectif de terminer le championnat avant fin juin, afin que l'on puisse annoncer le nom du champion qui représentera Madagascar lors des compétitions de la Confédération africaine. Anzar Razonarvel pour plus de détails. Les 12 équipes encore en compétition sont Fusa Junior et Taramanjus FC Buen, AS Analamang à Lochamangour, Disciple FC Vaknakarach à Jesaya Bungulav, Mama FC Yurumbe, Avenir Sainte-Anne à Nous, LGECO+, CFFA, Uskafoot, FC Rouge et Kosfa Analamang. Ils s'affronteront dans des matchs uniques en raison de l'insuffisance de temps pour organiser des matchs aller-retour. Les 8 premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale à partir de cette phase, ainsi que pour les demi-finales. Il y aura des matchs aller-retour. La finale, quant à elle, se jouera en un seul match, explique Totarakutormanen. Après concertation entre le CFEM et la fédération, il a été décidé qu'une aide financière sera accordée aux clubs qui participeront à cette compétition. Le CFEM a également demandé que des matchs se déroulent au stade Barema-Massen. L'objectif est de terminer le championnat tôt, avant les compétitions africaines, pour aider les joueurs malgaches qui se préparent pour le CHAN prévu en août. Et nous voici à présent aux actualités internationales. Donald Trump commence son 2e mandat avec une série de mesures économiques sur l'énergie et les tarifs douaniers. Le président républicain a immédiatement annoncé l'état d'urgence énergétique et a entamé les démarches pour sortir de ce qu'il appelle l'obligation du véhicule électrique, délivrer des permis de forêt plus nombreux et cesser l'émission de permis d'exploitation pour des éoliennes situées sur le foncier fédéral. France 24. Dans ce champ de fraises de Floride, les travailleurs sont tous originaires d'Amérique centrale. À l'esprit de chacun, la crainte que cette récolte soit la dernière sur le territoire des États-Unis. Tout le monde a peur de cela en ce moment. Ce sera différent et nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. 70% des employés du secteur agricole aux États-Unis sont des immigrés, dont de nombreux sans-papiers, selon les chiffres du ministère américain du Travail.
Les expulsions massives de clandestins promises par Donald Trump entraîneraient donc forcément une pénurie de main-d'œuvre, idem dans les secteurs de la restauration et du BTP où ils sont aussi largement représentés. En tout, la nouvelle administration veut renvoyer dans leur pays d'origine 11 millions de sans-papiers, soit 4% de la population globale des États-Unis. 8 millions d'entre eux ont un emploi. Selon le think tank Peterson Institute, leur départ pourrait faire perdre jusqu'à 7 points de PIB au pays sur les 4 ans de mandat de Trump. Et les comptes publics ne seraient pas les seuls à être fortement impactés. Ce que les électeurs de Trump n'ont pas réalisé, c'est qu'en s'attaquant aux immigrés et en les expulsant, cela augmentera certainement les prix dans les supermarchés. Faire partir la main-d'œuvre étrangère sans papier provoquerait, selon certaines études, une inflation de 3,5% en 2026 et jusqu'à 9,6% en 2028. Car la forte présence de cette main-d'œuvre a jusqu'ici permis de maintenir des bas salaires et donc empêcher des hausses de prix dans de nombreux secteurs. À cela s'ajoute le coût de la mise en œuvre de ces expulsions qui pourrait se chiffrer en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars. L'édition 2025 du Forum économique mondial de Davos s'est ouverte ce lundi 20 janvier en Suisse. La réunion annuelle des grands chefs d'entreprise est marquée par la crainte pour le business, des conséquences géopolitiques des guerres et du réchauffement climatique. France 24. Ce sera une de ces journées marathon ici à Davos où il y aura de nombreuses prises de parole tour à tour. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président israélien, le vice-premier ministre chinois, le premier ministre qatari et surtout le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ça sera un des moments forts de ce forum. On verra quel ton Zelensky adoptera au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Trump qui avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours et surtout que Zelensky, dont le pays avait bénéficié d'aides conséquentes de la part de l'administration, de l'ancienne administration, des aides qui avaient dépassé les 62 milliards de dollars. Tout à fait, et c'est dont on va parler avec mon invité à mes côtés, donc Nicolas Lang, qui est directeur associé du Boston Consulting Group, qui est le cabinet international de conseil en stratégie. Nicolas Lang, bonjour. On l'a vu la semaine dernière au niveau de ce rapport sur les risques globaux qui avait mis en tête les conflits armés comme étant la préoccupation des milieux d'affaires. Quelles conséquences ont ces guerres, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient, sur l'économie mondiale ? Oui, les guerres et les conflits chauds, je dirais, ont des implications très importantes sur les chaînes d'approvisionnement. Nous avons vu ça en Ukraine. Il y a eu des impacts énormes sur le charbon, sur le blé, sur l'engrais, sur l'uranium, ce qui a amené ensuite une pression inflationnaire très claire. Sur le Proche-Orient, on a vu des implications plutôt sur la logistique, puisque le trafic maritime ne passe plus par la mer Rouge et passe par l'Afrique. Et donc cela aussi pousse naturellement à une augmentation des prix. Donc il est clair que, disons, le monde des affaires regarde ces conflits chauds, mais je pense qu'il y en a aussi d'autres. Justement, une autre question sur Donald Trump. Comme on l'a dit plus tôt, Donald Trump entend déclencher cette dynamique pour mettre fin aux conflits armés dans le monde. Est-ce que s'il met sa parole à exécution et s'il réussit à le faire, est-ce que ça pourrait compenser d'une autre manière ou d'une certaine façon la politique économique qu'il entend mettre en place, surtout avec la hausse des tarifs douaniers ? Oui, donc voilà, donc on a peut-être des conflits chauds qui s'arrêteront, peut-être, on verra, mais je pense qu'il y a d'autres conflits tièdes qui viendront. Et donc voilà, les hausses tarifaires sont pour moi un conflit tiède. Et si vous prenez simplement ce que président Trump a dit dans la campagne électorale, c'est-à-dire mettre des tarifs de 60% sur la Chine, 25% sur le Mexique et le Canada et 20% sur le reste du monde, cela représentera la somme formidable de 640 milliards de dollars de tarifs additionnels. Et je vous pose la question, qui va payer ça ? Qui va payer ça? Ça sera la question auxquelles répondront peut-être les intervenants aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos. Nicolas Lang, donc directeur associé au Boston Consulting Group. Merci beaucoup. Et retour à vous donc à Paris, d'ici de Davos. Pour terminer, face à l'avancée des rebelles M23, les déplacés arrivent en masse en périphérie de Goma. Selon l'ONU, ce sont plus de 237 000 personnes qui ont pris la route de l'exil depuis début janvier au Congo. France 24. Enfants et bagages sur les épaules, à pied ou en moto, ces déplacés affluent dans la ville de Nzulo, à une vingtaine de kilomètres de Goma. La plupart arrivent de Minova, localité de 65 000 habitants tombée aux mains du M23 en début de semaine. D'autres viennent de plus loin encore et vivent dans un état de fuite permanent.
Chez moi, c'est à Karouba. Le M23 nous a poussés à fuir jusqu'à Minova. Nous commencions tout juste à nous installer là-bas et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore obligé de partir. Une fois arrivés à Nzulo, de nombreuses familles errent dans les rues bondées, sans savoir où aller. Ici, aucune structure d'accueil n'est en place et certains habitants commencent à craindre que l'afflux massif de déplacés ne provoque des pénuries alimentaires. Nous accueillons tout le monde, mais cette présence crée une psychose au sein de la population. Les habitants craignent de mourir de faim. Nous ne cultivons pas et nous vivons grâce au lac Kivu. Mais avec la chute de Minova, il sera probablement impossible de pêcher. Nous sommes très inquiets. La prise de Minova représente une nouvelle avancée pour le M23. Depuis début janvier, les combats font rage entre l'armée et le groupe rebelle soutenu par le Rwanda, poussant plus de 230 000 personnes à fuir leur foyer, selon les Nations Unies. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Back. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.